Merci beaucoup, Mirose. Merci à l'UPF, à la MSHP et à vous tous et toutes d'être là. Je suis particulièrement heureux de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vous autour du dossier calédonien. Peut-être en un mot, je me présente pour que vous sachiez d'où je parle. Moi, je viens de l'Hexagone. J'ai aucun lien au départ avec la Calédonie, mais de fait, depuis à peu près 25 ans, je travaille là-bas. Et en réalité, je me suis intéressé au pays au moment de la signature de l'accord de Nouméa en 1998, quand j'ai découvert, alors que j'étais étudiant, qu'il y avait donc encore ce territoire qui était officiellement en voie de décolonisation, puisque le mot décolonisation, il est dans l'accord de Nouméa, et que cet accord de Nouméa, il a été intégré dans la Constitution française. Donc très officiellement, depuis 1998, il y a un territoire, du point de vue de l'État français, qui est en voie de décolonisation, et c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ce pays, que j'ai fait des travaux de recherche successifs en master puis en doctorat. Et dans ce cadre-là, j'ai vécu plusieurs années en Calédonie en étant accueilli puis adopté dans une famille kanak, etc. J'ai enseigné à l'université là-bas. J'ai fait, disons, depuis 25 ans, je circule entre Paris et Nouméa. Et donc, au fil de ce parcours de recherche, j'ai embrassé plusieurs objets, disons, autour à la fois de l'histoire coloniale du Caillou et du processus de décolonisation. Et parmi ces sujets, effectivement, j'ai eu un suivi comme ça de temps à autre et longitudinal sur les formes que prenait la décolonisation du Caillou dans le cadre de l'accord de Nouméa. Et c'est un des chantiers de recherche sur lesquels je travaille. Mais de fait, ce chantier de recherche m'a un peu rattrapé, comme nous tous qui sommes concernés de près ou de loin par le Caillou, par le 13 mai 2024, quand il y a eu cette explosion de violence aussi soudaine que sidérante dans l'agglomération du Grand Nouméa, où en quelques jours et quelques nuits, et quelques semaines, il y a eu, vous le savez, plus de 2 milliards d'euros de dégâts, 15 morts violents, des centaines d'habitations et d'entreprises qui ont été détruites, un emploi sur 5 du secteur privé qui a été détruit, et donc, et puis une crise politique, sociale et économique sans précédent, dont le pays n'est toujours pas sorti à l'heure actuelle, puisque on pourra en parler plus tard, mais les soubresauts de l'actualité fait qu'on ne sait toujours pas comment sortir de l'ornière. Et donc, le 13 mai 2024, et dans les jours suivants, moi j'étais à Paris, où je travaille et où je vis, et j'ai vu, comme tout le monde, sur les écrans de télé et dans les réseaux sociaux, ce qui se passait là-bas. Donc j'étais à la fois complètement sidéré, bouleversé, mais aussi finalement très en colère quand j'ai commencé à entendre les premiers discours dans les médias à Paris, qui relayaient la parole politique dominante, et qui ne parlait que d'émeutes urbaines, comme si on était en Seine-Saint-Denis ou autre, quoi, où il y avait des sauvageons qui s'étaient soulevés et qui brûlaient tout, sans jamais parler de la question qui me semble pourtant centrale à l'aune de tous les travaux et de la connaissance historique accumulée sur la Calédonie, qui est que, avant tout, il y a un enjeu de décolonisation. Il y a une histoire coloniale compliquée et un processus de décolonisation innovant, atypique et inachevé qui se joue. Et clairement, c'est autour de ça que, disons, cette crise protéiforme a pris racine et puis a explosé à partir du 13 mai 2024. Donc je suis en mai-juin 2024, j'ai été énormément sollicité dans les médias nationaux et internationaux parce qu'en fait finalement là-bas aux antipodes personne ne comprend rien du tout à la Calédonie. Donc pour rappeler quelques points disons importants pour cadrer le débat. Et puis à partir de juillet 2024, une actualité chassant l'autre, j'ai cessé d'être sollicité et je me suis dit que toutes ces réflexions que j'avais faites sur tous les plateaux de télé, etc., ça valait le coup de les rassembler dans un ouvrage général qui redonne les clés au grand public pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de la colonisation et de la décolonisation de la Calédonie. D'où l'écriture de cet ouvrage
qui n'était pas prévu, mais que finalement j'ai fait parce qu'il me semblait que les circonstances l'imposaient, et parce que dans la bibliothèque sur la Calédonie, il n'y avait plus d'ouvrage général de synthèse s'appuyant sur tous les travaux de sciences sociales et humaines pour expliquer ce qui se jouait là-bas. Donc j'ai écrit ce bouquin entre juillet 2024 et janvier 2025, et il est sorti en mars 2025. Donc c'est pour ça que je profite de ma venue ici, un an après la sortie du bouquin, pour pouvoir échanger avec vous, avec évidemment le sentiment que ici à Tahiti, vous n'êtes pas aux premières loges, mais vous êtes un peu aux deuxièmes loges. Enfin, vous n'êtes pas très loin. Il y a des liens historiques, culturels, familiaux, économiques, évidemment, entre ces deux territoires du Pacifique. Il y a aussi des liens politiques ou des similarités politiques, en ce sens que la Calédonie, comme la Polynésie, sont les deux seuls territoires français qui sont inscrits sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Mais en même temps, je vous le dis tout de suite, moi je ne prétends pas du tout connaître le Whenua, c'est la première fois que je viens. Et donc, en fait, depuis que j'ai atterri hier, à chaque fois que j'ai croisé des gens et qu'on a échangé, ils m'ont dit, mais alors, en quoi vous pensez que ça peut... comment le débat calédonien peut éclairer le processus en Polynésie? Je dis, je ne sais pas. Mais c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui connaissez le pays, ici, qui connaissez les subtilités. Moi, ce que je peux faire ici, et c'est ce que je souhaite, c'est poser quelques éléments de contexte importants qui ensuite permettent à chacun et chacune de réfléchir aux similitudes et aux différences entre les deux pays. Et sur ces trajectoires de décolonisation et d'émancipation. Donc je vais... et puis il y a un autre point qu'il faut aussi aborder, c'est que depuis la sortie de ce livre en mars 2025, il y a eu de nouvelles négociations qui se sont ouvertes. Il y a eu un premier projet qui avait été porté par l'État, dit à Bourail, le projet de DEVA, en mai 2025, qui a été refusé par les loyalistes. Après, il y a eu un deuxième cycle de négociations qui a abouti à un projet d'accord à Bougival, vous en entendez énormément parler, en juillet 2025, mais qui a été refusé ensuite par le FNKS. Et depuis, le processus s'enlise et on fait de la pirogue un peu dans la vase et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je pourrais en parler aussi, on pourra en parler dans le cadre de la discussion si vous voulez, mais le cœur de ce livre, à minima, ça a été de mettre par écrit les grandes tendances et les grandes causes qui permettent d'expliquer le 13 mai 2024, qui permettent d'expliquer l'insurrection qu'a connue Nouméa. Et non pas, c'est pas vraiment un bouquin sur le conséquence, sur l'après 13 mai 2024, même si j'ai fait un chapitre à ce sujet, et même si évidemment, c'est une histoire qui est encore en cours aujourd'hui. Donc on pourra en parler, mais avant ça, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti là, revenir sur quelques points essentiels pour comprendre ce que veut dire décoloniser dans le cadre de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Alors, petite précision sémantique également, que je pose tout de suite, comme ça après, au moins la chose est claire. Le nom du pays, vous savez que le contentieux colonial du Caillou, on va dire, se pose notamment dans son nom. C'est-à-dire qu'il y a deux noms qui se confrontent là-bas. Il y a le nom Nouvelle-Calédonie, qui a été créé par James Cook, parce que les montagnes calédoniennes lui rappelaient l'Écosse. Donc la Calédonie, c'est l'ancien nom de l'Écosse. C'est donc un nom d'origine européenne et coloniale, qui est ensuite devenu le nom officiel du pays. Et ce statut officiel l'a en quelque sorte naturalisé, c'est-à-dire que spontanément on dit Nouvelle-Calédonie. Mais la démarche de recherche et d'esprit critique, ça consiste aussi à dénaturaliser les évidences et se dire que finalement ce nom Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout un nom neutre, c'est un patronyme qui est marqué de ce sceau colonial qui a été officialisé. Et face à ce nom, le peuple autochtone du Caillou, qui a construit la revendication d'indépendance depuis les années 70, a revendiqué un autre nom en disant « ce pays ne s'appelle pas Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas de kilt, nous n'avons rien à voir avec les Écossais, nous sommes des Kanaks et donc ce pays c'est la Kanaki ». Évidemment, en ayant en tête que l'histoire même du nom Kanak est une histoire complexe, puisque ce n'est pas un nom autochtone, mais c'était le nom Kanaka, qui veut dire homme dans la langue polynésienne, qui avait été donné par les Polynésiens embarqués à bord des bateaux européens pour désigner les gens.
Voilà, donc le contentieux colonial, il se joue sur Kanaki versus Nouvelle-Calédonie. Moi, dans mon livre et dans mon travail, je propose, au moins à titre provisoire, de nommer le pays Kanaki Nouvelle-Calédonie, parce que d'une part, c'est une façon de symboliser les deux légitimités qui se font face en Calédonie et de tenter de les conjuguer plutôt que de les opposer. Et puis surtout parce que c'est un terme qui s'est développé de façon officieuse dans le pays depuis 20 ans, justement sous l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa avait dit qu'il faudra que le pays se trouve un nom qui symbolise l'identité kanak et le destin partagé entre tous. Il y a un comité des signes identitaires qui avait été créé à Nouméa, mais qui a achoppé sur le nom, de même que sur le drapeau, qui sont évidemment les deux signes identitaires les plus sensibles. Donc ce travail-là est toujours en stand-by, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que le nom Nouvelle-Calédonie n'est pas satisfaisant en tant que tel, mais ils n'ont pas encore trouvé d'issue. Donc il y a un terme qui s'est diffusé depuis 20 ans de façon officieuse, mais qui se répand de plus en plus, qui est Kanaki Nouvelle-Calédonie. Je l'emploie dans le livre, mais c'est à titre provisoire et on verra bien les choses, comment elles deviennent. Alors pour comprendre comment la Kanaki Nouvelle-Calédonie, jusqu'où elle peut se décoloniser et comment elle s'est décolonisée jusqu'à présent et qu'est-ce qui se joue. En fait, il faut comprendre d'abord comment elle a été colonisée. Et c'est pour ça que ce que je vais faire là, ce que j'ai fait dans le livre, ce que j'ai fait dans les médias au lendemain du 13 mai, c'était remettre l'événement dramatique du 13 mai dans une perspective historique plus longue. Après, dans le fond, c'est toujours un peu ça la démarche des SHS, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, dénaturaliser les évidences, revenir à l'origine des choses, comment les choses se sont cristallisées sous une certaine forme alors qu'elles auraient pu se cristalliser sous une autre forme. C'est-à-dire que ça renvoie à la contingence historique en quelque sorte. Et donc pour comprendre ce qui s'est passé l'année dernière, il faut comprendre le processus de décolonisation, et pour le comprendre, il faut comprendre la singularité de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie et notamment, et pas seulement, en quoi elle se distingue de ce qui s'est passé ici. Et je vous dis, je ne rentrerai pas dans le détail d'ici, mais s'il y a bien un point essentiel qui configure encore aujourd'hui l'actualité de l'épineuse question calédonienne, c'est que la Calédonie a été une colonie de peuplement de l'Empire français. Et dans l'Empire français, il n'y a eu que 2 colonies de peuplement, c'est la Calédonie et l'Algérie. Colonie de peuplement, c'est quoi? C'est l'idée que l'État français a pris possession du Caillou, non seulement pour des raisons géopolitiques, pour exploiter les ressources, avoir des bases militaires, etc., mais aussi pour y créer localement une société néo-française à l'image de la mère patrie métropolitaine. Sur le modèle des colonies de peuplement anglophones, c'est-à-dire notamment de l'Australie voisine, de ce qu'ont fait les Anglais en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, l'idée de colonisation de peuplement, c'est celle d'organiser une migration massive de gens du pays initial pour créer localement une nouvelle société. Et si vous pensez à ce qu'est une colonie de peuplement aboutie entre 1000 guillemets, eh ben vous vous dites, quand je débarque ici, vous prenez souvent l'avion pour Los Angeles, n'est-ce pas? Vous débarquez à Los Angeles, vous ne vous dites pas immédiatement, je suis en terrain amérindien. Pourquoi? Parce que la présence amérindienne, elle a été éradiquée très largement, quoi. Pas complètement, mais très fortement. Elle a été nettoyée et on est dans ce que les Européens ont appelé le Nouveau Monde, ce qui est un terme en tant que tel significatif, c'est-à-dire l'idée qu'on a créé là un nouveau monde à notre image. Mais si vous demandez aux autochtones du coin ce qu'ils pensent du Nouveau Monde, il y a cette idée que le Nouveau Monde est aussi la négation de l'Ancien Monde, du monde qui était là avant. Donc c'est ça le projet d'une colonisation de peuplement, et c'est ce qui s'est passé dans la colonie française de Nouvelle-Calédonie, qui est devenue colonie française à partir de 1853, avec un peuplement qui a eu 2 grandes sources. D'abord, vous le savez sans doute, la Calédonie, ça a été un bagne, donc on y a mis la transportation, ça a été un lieu de relégation de toutes les classes dangereuses, des criminels français, qu'on envoyait au bout du monde parce qu'il y avait 3 buts. Le premier but, c'était d'abord de se débarrasser la métropole de ces indésirables en les envoyant au bout du monde. Deuxièmement, ils expiaient leurs fautes dans la souffrance et les travaux forcés en construisant les routes, en construisant les infrastructures de la colonisation, ce qui était une façon de mettre à profit cette main-d'œuvre pour les bienfaits, entre guillemets, du projet colonial. Et puis troisièmement, et c'était un point très essentiel,
quand les bagnards finissaient leur peine, pour les plus méritants d'entre eux, l'administration leur proposait une voie de rachat social en devenant colon. C'est-à-dire, il disait, si tu as été méritant pendant ta peine, tu t'es bien comporté, à la fin du processus, tu es installé sur un petit lopin de terre, et là, tu vas pouvoir faire pousser du café et devenir un colon agricole. Et c'était donc une façon de transformer cette main-d'œuvre de réprouvés, de déportés, de transportés, etc., de les transformer en colons. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont été condamnés à devenir colons. C'était d'autant plus vrai que lorsque vous étiez condamné à moins de 8 ans de travaux forcés, à l'issue de votre peine, vous deviez encore rester la même durée dans la colonie. Donc vous êtes condamné à 7 ans, vous restez encore 7 ans derrière. Et si vous étiez condamné à plus de 8 ans, ce qui était la grande majorité des cas, vous deviez rester dans la colonie jusqu'à votre mort. C'est-à-dire qu'on était condamné à perpète à rester et à devenir colon. Et donc, il y a eu au XIXe siècle une grande partie de la population blanche qui est venue s'installer en Calédonie dans des petits villages sur des lots qui étaient préalablement délimités par l'administration pénitentiaire, qui venaient par cette voie de colonisation pénale. En parallèle de ça, il y a eu aussi des vagues de colonisation libre, de petits colons libres, qui étaient aidés par l'administration à la fin du XIXe pour s'implanter dans le pays. Et le projet, véritablement, c'était que tous ces gens parviennent à créer ce que un gouverneur de l'époque coloniale appelait la petite France australe. C'est-à-dire, vraiment, on va recréer une France à l'autre bout du monde, avec ses rues, ses clochers, sa langue, ses cultures, notamment, je veux dire, ces cultures alimentaires, on va faire pousser des patates, des haricots, etc. Dans ces situations de colonisation de peuplement, le schéma général le corollaire de ça, c'est l'éradication de la société autochtone, ou l'expulsion des autochtones. Et forcément, si vous envoyez beaucoup de populations pour s'installer, immédiatement, l'enjeu qui se pose, c'est qu'il faut de la place, et donc il faut des terres. Et donc la colonisation de peuplement va toujours de pair avec des phases de spoliation foncière massive. Ça s'est joué en Calédonie, ça s'est joué en Australie, aux États-Unis. Vous pouvez penser à ce qui se passe aujourd'hui au terme du contentieux actuel sur Palestine-Israël. Il y a aussi un enjeu très fort, on le voit, ou en Cisjordanie par exemple. Et donc dans le cadre de la Calédonie, l'afflux des vagues de migrants pénaux et libres est allé de pair avec un accroissement des spoliations foncières, un accaparement foncier, à partir de Nouméa au sud-ouest de la Grande Terre, en remontant le long de la côte ouest. Vol de terre organisé par l'armée ou par les éleveurs, d'où des réactions des populations autochtones, des attaques, d'où des guerres coloniales à l'issue desquelles, de nouveau, de plus grandes spoliations foncières. Et c'est comme ça que s'est construit l'histoire de la population et du peuplement de la Calédonie, sur ces spoliations foncières qui ont été un point crucial, puisqu'au terme de ce processus, au début des années 1900, une fois que les Kanaks ont été chassés des meilleures terres et mis sur les plus mauvaises terres, l'administration a créé des réserves indigènes, desquelles les Kanaks n'avaient pas le droit de sortir sans autorisation administrative, jusqu'en 1946. C'est le seul cas dans l'Empire français où l'administration française a créé des réserves indigènes. Et vous voyez tout de suite, quand on parle de réserves, le modèle auquel on pense le plus souvent, précisément, c'est les réserves amérindiennes aux États-Unis. Ce qui vous dit la similarité, malgré les différences numériques et de tradition politique nationale, mais néanmoins quelque chose de commun dans ces logiques de colonisation de peuplement. Donc c'est sur cette base, la colonisation de peuplement, les spoliations foncières, l'enfermement des Kanaks dans les réserves, puis la mise en place du régime juridique de l'indigénat pour ces gens dans les réserves, qui était un régime juridique de contrainte et de domination coloniale, qui était une forme de légalisation de la domination coloniale. C'est sur tout ça que s'est constituée la Calédonie coloniale, dans une espèce de deux sociétés très ségrégées, très séparées, la société kanak enfermée dans les réserves et la société coloniale qui s'est développée sur les terres de colonisation, de droit privé, société coloniale qui était elle-même très composite et traversée de rapports de force particulièrement abrupts
entre les colons pénaux et les colons libres. Hein. Le stigmate du bagne, c'est quelque chose qui a persévéré au fil des générations pendant très longtemps. On a fait venir également des ouvriers, travailleurs sous contrat d'engagement de diverses colonies asiatiques et d'autres îles du Pacifique, qui se sont trouvés dans des conditions extrêmement d'exploitation très fortes, etc. Il y a eu beaucoup de formes de métissage, hein, parce qu'il y avait un sexe ratio qui était très déséquilibré au sein de la population des colons, mais ça n'a pas créé, de façon intéressante, et un peu contrairement, me semble-t-il, à ce qui s'est passé ici, ça n'a pas créé de catégorie sociale intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de métissage dès le 19e siècle, mais que les enfants nés de ces rencontres coloniales étaient catégorisés systématiquement soit comme citoyens, soit comme indigènes sujets. Et au sein des citoyens, en gros, ces gens intégraient la population dite blanche, c'est-à-dire que être blanc ou être européen, c'était la catégorie officielle, c'était pas qu'une couleur de peau, c'était aussi une question juridique. Si vous êtes citoyen français, une question du coup de langue, vous êtes socialisé dans la langue française, vous allez aller à l'école française, quand le service militaire sera en place, vous allez être soumis au service militaire, etc. Alors que si vous n'êtes... Et puis, en fait, ces enfants métis deviennent européens quand ils sont schématiquement reconnus par leur père qui leur donne son nom, son patrimoine à transmettre, etc. Quand les enfants ne sont pas reconnus, schématiquement, la mère, elle rentre dans la réserve, dans la tribu, l'enfant, il est adopté dans la lignée du père ou des frères pour qu'il ait une lignée patrilinéaire, et cet enfant devient complètement kanak. Il grandit dans les langues kanak selon la coutume, il est sujet indigène non citoyen, soumis au régime de l'indigénat, soumis aux prestations sociales, etc. Donc ça explique, c'est une petite parenthèse là-dedans, mais pour vous expliquer qu'il n'y a pas eu de catégorie métisse comme il y a une catégorie demi qui s'est constituée dans ce pays au fil de l'histoire coloniale jusqu'à très récemment. Et l'affirmation d'une identité métisse en Calédonie, elle a vraiment émergé au XXIe siècle sous l'accord de Nouméa, mais pas avant, on pourra y revenir. Donc cette société coloniale se développe comme ça, et on arrive en 1946, lorsque la citoyenneté va être octroyée aux Kanaks, au fait que dans le pays, il y a 50% de la population qui est autochtone. Donc il y a encore la moitié de la population qui est kanak, ou bien il n'y a plus que la moitié de la population qui est kanak. C'est selon qu'on considère le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais de fait, on n'est pas dans une situation d'extrême minorisation démographique, comme le sont par exemple les aborigènes en Australie, qui ne représentent plus que 4% de la population, où là, la colonisation de peuplement a été un espèce de rouleau compresseur qui a presque pensé à la Tasmanie. Hein. Tous les aborigènes tasmaniens ont été exterminés au XIXe siècle, et c'est qu'à partir des années 1980 que des descendants disons, métissés de ces aborigènes ont dit non, notre peuple a survécu à travers nous, etc. Mais ça a été des processus génocidaires presque totaux. En Calédonie, ça n'a pas été le cas, et le peuple kanak, en un sens, a résisté à cette colonisation pour deux raisons essentielles. D'abord parce que la France n'a jamais été un grand pays d'émigration aux colonies, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des flux comme l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Amérique du Nord en a connu. Et puis d'autre part, et de façon qui n'était pas du tout prévue à l'origine, les réserves indigènes qui étaient ces espaces de relégation, finalement sont devenus des espaces de préservation d'un certain mode de vie, de certaines pratiques culturelles et linguistiques, etc. Puisque, vous l'avez compris, le principe général de la colonisation de peuplement de la Calédonie, c'était une logique d'expulsion des Kanaks, et non pas d'assimilation. Donc, cette expulsion, qui consiste à les isoler dans des réserves au-delà, dans les périphéries sociales et géographiques de la société locale, finalement, ça a été une des conditions, qui n'était pas prévue, mais de survie de l'identité culturelle de ce peuple, malgré le trauma des spoliations foncières, malgré l'évangélisation qui a éradiqué un certain nombre de pratiques, mais qui a aussi été kanakisée, comme la religion chrétienne a été océanisée globalement, etc. Et donc ça, c'est la situation dans les années 1946. Les Kanaks deviennent citoyens à ce moment-là. Leur entrée en politique, pour le dire très schématiquement, va être strictement chapeautée par les missions chrétiennes qui vont faire en sorte d'éviter une remise en cause frontale
de la domination coloniale, donc qui vont créer les conditions d'une non-révolte, disons, pendant les années 50-60. Au moment même où dans d'autres territoires soumis à la domination coloniale française, en Algérie, en Indochine, à Madagascar, au Cameroun, il y a des mouvements anticoloniaux extrêmement radicaux qui entraînent des situations de massacres et de guerres terribles. En Calédonie, ce n'est pas le cas. Et en fait, il faut attendre les années 60 pour qu'émerge un nouveau mouvement. Il y a en fait en réalité un double mouvement très important dans les années 60. D'une part, les tout premiers Kanaks, en fait un des points, une des marques de la domination coloniale en Calédonie, ça s'est joué notamment dans le cadre de l'histoire scolaire, en ce sens que pendant toute la période coloniale, les Kanaks ont été scolarisés dans un système scolaire entièrement séparé de celui des Européens, qui était une école indigène au rabais, avec aucune voie d'accès aux études supérieures ou secondaires. Tant et si bien que le premier Kanak qui a obtenu le bac ne l'a obtenu qu'en 1962. Ce qui vous donne une idée finalement du décalage historique profondément ancré et, j'anticipe tout de suite, la façon dont ces héritages coloniaux pèsent sur le présent. Parce que quand vous avez un premier bachelier Kanak en 1962, ça vous dit un peu, ça vous donne une idée du rattrapage qu'il va falloir envisager si on veut que cet écart entre les Kanaks et les non-Kanaks en matière scolaire se résorbe. Et donc, suite à ça, à la fin des années 60, on a les premiers intellectuels Kanaks, donc bacheliers, qui vont faire des études supérieures dans les universités métropolitaines et qui, là-bas, vont être nourris de nouveaux discours politiques. On est dans le grand moment, donc le marxisme, l'anticolonialisme, mai 68, la théologie de la libération, etc. Et ces gens-là reviennent dans le pays au tournant des années 70 avec un nouveau regard et avec un discours disant la citoyenneté qui nous a été accordée depuis 1946 n'a pas changé les rapports de domination dans ce pays. Notre identité culturelle est toujours méprisée, le racisme règne dans ce pays, nos terres volées il y a un siècle sont toujours aux mains des descendants des gens qui nous les ont volées, elles n'ont pas été restituées. Donc on continue de vivre une situation coloniale, de colonialisme, malgré la citoyenneté, et on veut sortir de ce contentieux-là par l'indépendance. Et donc se construit à partir des années 70 ce mouvement indépendantiste. Mais au même moment, il y a un autre phénomène social majeur qui se passe en Calédonie dans les années 60, c'est ce qu'on a appelé le boom du nickel. C'est-à-dire un moment d'explosion de la demande mondiale de nickel liée à l'industrie aéronautique, de l'armement, etc., qui va faire un immense appel d'air sur le marché du travail, de l'emploi minier en Calédonie, et qui va susciter en retour une nouvelle vague de migrants qui s'installent dans le pays pour répondre à cette demande. Migrants qui viennent de l'Hexagone, mais aussi des autres territoires d'outre-mer. Et c'est notamment là où il y a l'immense majorité des Wallisiens, Futuniens et Polynésiens qui vivent en Calédonie qui s'y installent. Et ce mouvement-là va faire basculer le rapport de force démographique, puisqu'à partir des années 70, suite au boom du nickel, les Kanaks ne représentent plus que 40% de la population. Donc vous comprenez qu'ils deviennent indépendantistes au moment où ils deviennent minoritaires. Et c'est là que se noue un nœud dont le pays n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Puisqu'à partir de là vont se faire face deux logiques politiques, deux légitimités politiques. D'un côté, les Kanaks vont dire « nous demandons, nous exigeons de sortir de cette situation coloniale qui nous oppresse ». Chibaou disait dans les années 80, pour bien comprendre notre revendication, il faut savoir que le poids de la colonisation continue à nous châtrer, à peser sur nous. Donc nous, on veut sortir de cette situation par l'indépendance. Et d'un autre côté, les autres disent non, nous, on veut rester dans la France. Les Kanaks disent on veut sortir de l'indépendance, et pour ça, on s'appuie sur le droit international. Et en particulier sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ajoute-t-il, dans le cadre d'une situation de colonisation de peuplement comme la nôtre, le droit du peuple, quel est le peuple
qui a le droit de disposer de lui-même en Calédonie, et dans les situations coloniales, c'est le peuple colonisé. Car seul le peuple colonisé a vu sa souveraineté aliénée par le fait colonial. Et donc, cette histoire, le contexte colonial qui s'est inscrit, la situation coloniale qui s'est inscrite dans le pays, est une affaire qui concerne le peuple colonisé et l'État colonisateur. Donc nous voulons concrètement sortir de la situation de sujétion coloniale par l'indépendance. Nous voulons exercer notre droit à l'autodétermination et ce droit n'appartient qu'au peuple kanak. C'est-à-dire, si on fait un référendum d'autodétermination, eh bien, ce référendum ne sera ouvert qu'au peuple colonisé. On ne demande pas aux descendants des colons ce qu'ils pensent de la décolonisation, parce que ce n'est pas leur souveraineté qui a été aliénée par le fait colonial. Et si vous pensez par exemple à l'autre colonie de peuplement qui est l'Algérie, au final, en 1962, les accords d'Évian sont des accords qui sont noués entre l'État français et le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est-à-dire qu'à ces négociations, il n'y a pas les pieds noirs, qui ne font pas partie de la discussion. Donc ça, c'est le point de vue initial des Kanaks, dans les années 70. Face à ça, l'État français et les non-indépendantistes vont dire « pas du tout, la question ne se pose pas dans ces termes-là ». La question ne doit pas être pensée à l'aune du droit international, elle doit être pensée à l'aune du droit français. Le droit à l'autodétermination est reconnu dans le droit français, mais on a un principe fondamental, c'est que la République ne fait pas de distinction entre ses citoyens. Donc si vous voulez qu'on fasse un référendum d'autodétermination dans le pays, on peut le faire, mais à ce moment-là, tous les Français qui sont installés en Nouvelle-Calédonie pourront voter. Donc on ne va pas distinguer si vous êtes kanak ou si vous n'êtes pas kanak. On ne va pas distinguer si vous êtes un citoyen français qui est dans le pays depuis plusieurs centaines d'années ou si vous êtes arrivé de la métropole il y a 3 ans. On ne fait pas de distinction. Donc tous les Français vont voter. Or, la répartition politique des forces, et là je ne rentre pas dans le détail de la sociologie du militantisme, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais schématiquement, pour le dire simplement, la grande majorité de la population kanak soutient la revendication d'indépendance et la grande majorité de la population non kanak, des autres, voilà, tous ceux dont j'ai parlé, soutiennent le maintien de la Calédonie dans la France. Autrement dit, le fait que les Kanaks soient devenus minoritaires démographiquement par les politiques de colonisation de peuplement a un impact politique et électoral. Parce que si vous faites voter tout le monde pour savoir est-ce que la Calédonie doit devenir indépendante, c'est le non qui l'emporte, puisque c'est le principe du fait majoritaire. Et donc, si jamais on applique ça, eh ben, on dit, OK, la question est réglée, circuler, il n'y a rien à voir. Les Kanaks vont dire, non, puisqu'en fait, la question, c'est que tout le monde ne peut pas voter. Et donc, vous voyez que c'est là, c'est sur ce point-là, qu'on comprend ce qui se joue derrière l'enjeu du corps électoral en Calédonie. En réalité, la question du corps électoral, qui est celle qui a mis le feu aux poudres le 13 mai 2024, c'est la question du périmètre des gens légitimes à se prononcer sur le destin politique du pays. Est-ce que c'est que les Kanaks en tant que peuple colonisé? Est-ce que c'est tous les Français parce que la Calédonie est un morceau de la République française et que donc même si vous êtes arrivé il y a 2 ans, vous êtes tout autant légitime à vous prononcer sur le destin politique de ce pays que les gens qui sont là depuis des générations? Ou bien est-ce que c'est un point intermédiaire entre les deux? C'est autour de cette question de qui fait partie du pays, en fait, que la situation va dégénérer et que dans les années 80, on va aboutir à une séquence d'affrontements meurtriers qui a tous les atours d'un début de guerre civile, les fameux, ce qu'on appelle les événements de 84-88, et qui ont culminé, vous le savez, avec l'assaut de la grotte d'Ouvéa en 1988, entre les 2 tours de la présidentielle. Dans le fond, on peut relire toute cette période à l'aune de cette question. Qui fait partie du pays et qui est légitime pour voter? En l'occurrence, en 1987, il y aura, à l'époque du premier gouvernement de cohabitation Chirac, sous l'impulsion du ministre Bernard Ponce, il va dire on va régler cette question d'indépendance, on va faire un référendum. Donc il y a eu un référendum en 87. Évidemment, la question c'est qui peut voter. C'est pour ça que la question n'est pas on fait un référendum, la question est qui peut voter.
Et à l'époque, la limitation du corps électoral était extrêmement limitée, puisqu'en fait, tous les Français qui étaient installés depuis 3 ans dans le pays pouvaient voter. À partir de là, les Kanaks ont dit, nous, on ne participe pas à ce simulacre d'autodétermination. Ça, c'était en 87, hein, c'était pas en 2021, mais il s'est rejoué la même chose en 2021. Mais en 87, conclusion, il y a eu 98% de non à l'indépendance, mais la moitié du corps électoral n'a pas participé. Et puis 6 mois plus tard, il y avait UVA. C'est une façon de montrer par l'exemple ou par le contre-exemple que jouer le fait majoritaire ne fonctionne pas en Calédonie. Puisqu'en fait, la revendication des Kanaks perdure malgré la minorisation démographique, avec cette idée que si vous appliquez les mécanismes formels de la démocratie sur une situation de colonisation, de peuplement, où le peuple colonisé a été rendu minoritaire, finalement, vous ne faites que valider, qu'officialiser le processus de minorisation coloniale. Il faut donc trouver une autre issue. Et donc, dans les années 80, au fil des affrontements violents et difficiles et dramatiques qu'il y a eu, l'espace d'un compromis a été discuté. C'est-à-dire entre le fait qu'il n'y a que les Kanaks qui peuvent voter, ou alors c'est tous les Français qui sont là-bas qui peuvent voter. Il y a eu plusieurs étapes. Le point décisif, enfin la première ouverture, en fait, le premier compromis qui s'est dessiné, c'était dès 1983, dans un sommet qui s'est déroulé à côté de Paris, dans le village de Nainville-les-Roches, entre les principales délégations indépendantistes loyalistes et l'État français. Il y a eu un périmètre, il y a eu le périmètre d'un compromis qui a été discuté. En l'occurrence, à l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration commune qu'à la toute fin du sommet, finalement, le RPCR de Jacques Lafleur n'a pas signé. Donc ça a complètement annulé sa portée politique, mais néanmoins, ça a posé une base à partir de laquelle on a construit ensuite les accords de Matignon et de Nouméa. Cette base, quelle est-elle? C'est que d'une part, à Nainville-les-Roches, on reconnaît le droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. C'est ça le terme, la phrase qui est dans ces accords de Nainville-les-Roches, le droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. Et là, tous les mots sont importants. Un droit inné, c'est-à-dire que chaque kanak naissant naît toujours avec ce droit à l'autodétermination. Il est actif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le proclamer sans prévoir son exercice concret. Et puis le peuple kanak, on utilise le mot peuple. Et ça, c'est très important, puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il concerne les peuples. Si vous dites qu'il y a une population, ça ne marche plus. Sachez entre parenthèses que, j'y reviendrai, mais voilà, je le dis tout de suite, l'accord de Nouméa de 98 a officialisé la reconnaissance du peuple kanak. C'est-à-dire que depuis 98, je vous l'ai dit, l'accord de Nouméa, il est dans la Constitution française. Depuis 98, la République française reconnaît 2 peuples dans l'ensemble français. Il y a le peuple français et il y a le peuple kanak. Ce sont les 2 seuls cas. Il n'y a pas de peuple calédonien, il n'y a pas de peuple maori, il n'y a pas de peuple corse, etc. C'est constamment censuré d'un point de vue juridique. Quand je dis il n'y a pas d'un point de vue juridique et de l'État. Je ne me prononce pas sur la légitimité ou pas de la question, là, en l'occurrence. Hein. Voilà. Donc, à Nainville-les-Roches, 83, reconnaissance du droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. Et en échange, les représentants du peuple kanak acceptent de partager leur droit à l'autodétermination avec les autres ethnies présentes dans le pays pour des raisons historiques. Dans les explications de texte de Nainville-les-Roches, les signataires diront les Kanaks partagent leur droit à l'autodétermination avec ceux qu'on va appeler les victimes de l'histoire. Là, c'est vraiment le moment décisif où le scénario de la décolonisation en Calédonie prend un chemin inexploré, puisque c'est la première fois dans l'histoire des décolonisations qu'un peuple colonisé accepte de partager son droit à l'autodétermination avec les autres, entre guillemets. Et donc va dire aux descendants des colons, aux descendants des engagés asiatiques, océaniens, etc., nous acceptons que vous vous prononciez aussi sur le futur du pays. Au nom de quoi? Au nom de notre commune appartenance à ce pays. Il y a le peuple kanak qui est là depuis 3000 ans, okay, enraciné, qui est le peuple autochtone du pays. Et puis il y a des populations qui sont arrivées depuis 1853, au fil de l'histoire coloniale, qui bien souvent n'ont pas choisi d'aller là-bas. Si vous pensez aux bagnards, aux engagés sous contrat, etc., tous ces gens, les bagnards, ils ont été chassés de France. Et
au fil d'une histoire coloniale difficile, ils se sont enracinés dans le pays. Et ils n'ont plus d'autre pays que la Kanaki, disent les indépendantistes. Et à ce titre-là, on accepte qu'ils partagent, qu'ils viennent avec nous dans le périmètre du peuple de ce pays. D'ailleurs, Nainville-les-Roches utilise déjà aussi à la fin la notion de peuple calédonien, en disant le peuple calédonien ainsi défini, c'est-à-dire avec les victimes de l'histoire et le peuple kanak, exprimera son autodétermination. Donc, victime de l'histoire, qu'est-ce que c'est que cette expression? Pourquoi victime de l'histoire? Victime parce que d'une part, les descendants des gens qui sont là depuis longtemps n'ont pas choisi de naître, de grandir et d'être attachés sous le soleil calédonien. Et puis victime de l'histoire également parce que leurs aïeux ont vécu des histoires non pas triomphales, mais souvent misérables ou traumatiques de la colonisation, que ce soit les bagnards qui ont subi les sévices du bagne, que ce soit les engagés sous contrat qui ont eu des conditions d'existence qui n'étaient pas très éloignées de l'esclavage, que ce soit les petits colons libres misérables mis sur un lopin de terre, etc. etc. C'est un discours qui est un discours également politique, qui est très intéressant, mais qui fait l'impasse, je le dis en passant, sur un certain nombre de rapports de domination entre ces populations-là. Avec un discours, en gros, tout le monde est victime, ce qui est une façon aussi d'éviter de parler des responsabilités des uns ou des autres. D'un point de vue électoral maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Tjibaou, quand il expliquait qui étaient les victimes de l'histoire, il disait d'un point de vue électoral, c'est très simple, ce que nous avons dit, les gens avec qui nous partageons notre droit à l'autodétermination, ce sont les gens qui sont nés sur place, avec au moins un parent né sur place. Donc avec une idée d'un double droit du sol. Qu'est-ce qui fonde votre légitimité à vous dire du pays et à vous exprimer en tant que tel? Eh bien, il faut que vous soyez né dans le pays, avec un parent né dans le pays. Donc ça, c'est une définition intéressante qui était posée en 83 et qui était à l'époque une façon, expliquait Tjibaou, de englober tous les gens qui sont venus pendant la période coloniale jusqu'aux années 40 et leurs descendants. Mais c'était aussi une façon, parce que le revers de la médaille, il y a toujours un revers de la médaille, une façon d'exclure les populations qui étaient arrivées après. Et en particulier d'exclure les populations arrivées au moment du boom du nickel, qui ont rendu les Kanaks minoritaires. Donc dans cette définition du corps électoral posée à Nainville-les-Roches par les indépendantistes, les Kanaks étaient encore majoritaires dans ce corps électoral. Et c'est sans doute une des raisons qui a fait qu'à la toute fin, Lafleur n'a pas signé, donc le leader des anti-indépendantistes. Conclusion, donc ça c'est le premier périmètre qui a été posé, mais qui n'a pas été suivi d'effet, puisque les loyalistes, voilà, le RPCR, disons, les non-indépendantistes n'ont pas signé. Du coup, derrière, il y a eu un projet porté par le gouvernement socialiste qui était très en deçà de ce qui avait été discuté à Nainville-les-Roches. Du coup, les indépendantistes ont fait le boycott actif des élections et la situation a basculé dans l'insurrection à partir du 18 novembre 1984. Et pendant 4 ans, la situation n'a fait qu'empirer. On arrive en 88, il y a l'assaut de la grotte d'Ouvéa, donc qui est le moment le plus dramatique, et puis finalement, Mitterrand est réélu, Rocard arrive à Matignon comme Premier ministre, il va réunir Lafleur et Tjibaou, et ensemble, ils vont faire les accords de Matignon en 1988, prolongés quelques mois plus tard par l'accord de Oudinot, pour préciser les choses. Ces accords de Matignon-Oudinot, pour le dire simplement, qu'est-ce qu'ils font? D'une part, là encore, c'est un compromis, donc on repousse la question de l'indépendance à dans 10 ans, et en échange de ce report, c'est-à-dire on prévoit un référendum en 98, en échange de ça, on organise un partage du pouvoir général. Donc on va créer 3 provinces dont on sait que 2 seront automatiquement dirigées par les indépendantistes, vu le découpage électoral et politique et démographique. Et on fait des politiques dites de rééquilibrage en faveur des Kanaks, rééquilibrage en matière économique, scolaire, identitaire, etc., etc. Sur la question décisive du corps électoral, en fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui finalement a été décidé au moment des accords de Matignon? C'est que pourront voter au référendum de 98 tous les citoyens français installés dans le pays jusqu'en novembre 1988. Donc si vous êtes installé en 83, vous voterez en 98.
Donc, vous voyez que par rapport à ce qui a été discuté à Nainville-les-Roches, c'est une ouverture beaucoup plus grande. Puisque finalement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, et quelle que soit l'acuité de l'analyse sur les effets de la colonisation de peuplement, finalement, ce qui est validé en 88, c'est le fait accompli. Les gens se sont installés maintenant, donc on ne peut pas les priver du droit de vote. Et donc, finalement, il y a la seule limitation du corps électoral qui est prévue en 88, en vue du référendum de 98, c'est que les gens qui viendront s'installer dans l'intervalle, donc en 90, 92, 95, ceux-là ne seront pas concernés et ne voteront pas en 98. Mais tous ceux qui sont arrivés jusqu'en 88, ils pourront voter. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sortir des accords de Matignon, Tjibaou a dit que, de son point de vue, ce point-là, c'était, je cite, mon drame personnel par rapport à notre mouvement. C'est-à-dire, en sortant de l'hôtel de Matignon, il avait bien conscience qu'il avait fait là une immense concession, puisque dans ce corps électoral validé en 88, finalement, les Kanaks sont minoritaires. Ça signifie que si les Kanaks sont minoritaires, en fait, la stratégie de Tjibaou, c'était évidemment contraint et forcé, cette situation, mais sa stratégie a été de dire, on est minoritaire, mais on a deux façons de devenir majoritaire dans 10 ans. D'une part, c'est la stratégie de la revanche des berceaux, c'est-à-dire le fait que le taux de natalité kanak est beaucoup plus important. Donc à terme, les rapports de force démographiques et électoraux se modifieront en notre faveur. Ça, finalement, c'est une stratégie qui a fait long feu, puisque les taux de natalité se sont rapprochés au fil du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment porteur. Et puis surtout, à partir de là, se met en place une logique qui est celle de dire, c'est à nous, indépendantistes, de convaincre les autres de nous rejoindre dans l'indépendance. Mais donc, il y a un espèce de renversement de perspective, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas l'enjeu. On considérait que c'était un droit qui ne se discutait pas, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui ne devait pas être conditionné. Mais en 88, parce que c'est le résultat d'une négociation extrêmement difficile dans un contexte adverse, il revient aux Kanaks indépendantistes de convaincre les autres de la viabilité de l'indépendance. Et donc la charge de la persuasion bascule de leur côté. C'est un deal politique, comme l'a dit Tjibaou en sortant des accords de Matignon, on avait le choix entre s'entretuer et faire de mauvais accords, on a décidé de ne pas s'entretuer. Mais vous le savez sans doute, ces accords, ils auront énormément de mal à être acceptés dans les deux camps. Lafleur sera désavoué par sa base, puisqu'au moment du référendum pour valider les accords de Matignon, la province sud va voter majoritairement non. Et Tjibaou aura énormément de mal aussi à l'imposer, et finalement, il sera tué un an plus tard à Ouvéa, par Djoubeli Ouvéa, qui refusait les accords de Matignon. Je ne rentre pas dans les détails. Mais donc sur cette question, le fil rouge dont je veux parler, c'est cette question du corps électoral. Vous voyez qu'on est passé d'abord les Kanaks, il n'y a que nous en tant que peuple colonisé qui avons la légitimité à nous prononcer sur la décolonisation, puis Nainville-les-Roches, on ouvre aux gens qui sont nés sur place d'un parent né sur place, puis en 88 finalement on ouvre à tous les gens qui sont présents au moment de l'accord de Matignon. Et la seule réserve, c'est dans la décennie écoulée. Cette décennie passe et on arrive à 98. Et en 98, tous les partenaires politiques considèrent que si on fait le fameux référendum d'autodétermination qui était prévu, les équilibres politiques, démographiques et électoraux n'ont pas changé, ce qui est une autre façon de dire que la situation de colonisation de peuplement, elle surdétermine les rapports de force politiques, donc les Kanaks sont minoritaires, indépendantistes, et donc si on fait le référendum, on sait très bien que c'est le non qui va l'emporter, et tout le monde a peur d'un retour des violences. Donc à la place de faire ça, ils ont discuté d'un nouvel accord, qui est le fameux accord de Nouméa. Accord de Nouméa qui organise, qui prolonge et qui précise et qui va au-delà des accords de Matignon pour organiser une réelle décolonisation. Je vous l'ai dit, il y a le mot dans l'accord. Et cette décolonisation, pour le dire schématiquement, elle passe par deux aspects. Parce que, et c'est là la singularité des situations de colonisation de peuplement, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on peut le théoriser, c'est que si vous voulez décoloniser une colonie de peuplement, il faut jouer sur deux tableaux. Il faut à la fois penser
à la transformation du lien entre la métropole et le territoire, donc le lien politique entre la France et la Calédonie. Donc c'est la question d'une décolonisation institutionnelle, statutaire, de l'accès ou non à l'indépendance. Mais ça ne suffit pas, puisque dans les situations de colonisation de peuplement, le problème colonial, il est aussi dans la société locale, dans les rapports entre les anciens colons et les anciens colonisés. Et donc, si vous donnez l'indépendance au pays, mais que c'est une indépendance qui ne profite, entre guillemets, qu'aux descendants des colons, vous vous retrouvez dans une situation comme en Australie, où de fait, l'Australie, c'était des colonies de la Grande-Bretagne. Ces colonies sont devenues indépendantes, mais ça n'a rien changé à la situation sociale de colonisés que vivaient et que vivent encore les aborigènes, qui considèrent qu'avant, ils étaient colonisés par l'Angleterre, aujourd'hui ils sont colonisés par l'État national australien, mais ça ne change rien à leur position de subalterne. Et donc, si vous voulez parvenir à une vraie décolonisation, il faut aussi changer ces rapports-là, les rapports sociaux, et pas uniquement les rapports politiques entre les deux pays. Et je pense, mais vous le savez mieux que moi, je pense que c'est là que se niche une des principales différences entre la question de la décolonisation en Kanak et Nouvelle-Calédonie et ici. C'est que là-bas, il faut à la fois penser à décoloniser le lien entre la France et le pays, mais aussi les rapports entre les gens dans le pays. Or, l'accord de Nouméa va penser ces deux questions-là. Comment? Eh bien, d'une part, sur le volet de la décolonisation institutionnelle, l'accord de Nouméa prévoit un transfert progressif et irréversible de toutes les compétences de l'État français à la Calédonie, sauf les compétences qui définissent la souveraineté de l'État, les fameuses compétences régaliennes, qui sont la défense, l'ordre public, la justice, la monnaie, les relations internationales. Et l'accord de Nouméa prévoit qu'au terme de ce processus de transfert de compétences, seront organisés 1, 2 ou 3 référendums pour savoir si ces compétences régaliennes sont transférées ou pas. Ça, on pourra y revenir. Après, il y a la séquence référendaire et tout ce qui s'est passé depuis. Mais ça, c'est ce qui touche à la décolonisation du lien politique. Mais l'accord de Nouméa prévoit aussi la décolonisation du lien social en Calédonie. Comment? En articulant à la fois la reconnaissance préalable de l'identité kanak, ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Donc il y a le préambule de l'accord de Nouméa, qui est un texte qui est une narration historique partagée sur l'histoire du pays, qui reconnaît l'importance de l'identité kanak, du peuple kanak en tant que peuple autochtone, qui reconnaît le choc durable de la traumatisation, et qui reconnaît que pour sortir de ce trauma, il faut aboutir à une décolonisation et refonder des liens entre le peuple kanak et la France. Donc reconnaissance de l'identité kanak, ça passe concrètement par la reconnaissance des terres coutumières, des langues et cultures kanak, du droit coutumier, des institutions coutumières, des signes identitaires où la place de l'identité kanak doit être centrale, etc. Ce que les indépendantistes disent souvent en disant qu'il faut que le kanak soit au centre du dispositif pour faire en sorte que l'émancipation progressive du pays ne se fasse pas au détriment du peuple autochtone kanak qui ne doit pas être invisibilisé dans le mouvement. Et en articulation avec cette reconnaissance de l'identité autochtone kanak, on crée une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie qui réunit les Kanaks et les non-Kanaks dans un projet d'une nouvelle communauté citoyenne et ce que l'accord de Nouméa appelle un destin commun. Cette citoyenneté calédonienne, elle est créée à l'intérieur de la citoyenneté française, c'est-à-dire qu'il y a en Calédonie des citoyens français qui sont aussi citoyens calédoniens et des citoyens français qui ne sont pas citoyens calédoniens. La citoyenneté calédonienne, comme toutes les citoyennetés du monde, elle ouvre à des droits sociaux et politiques spécifiques, dont les non-citoyens sont dépourvus. Le droit politique de la citoyenneté calédonienne, c'est le droit de vote aux élections provinciales qui déterminent le Congrès, qui déterminent le gouvernement du pays. Et aussi, même si c'est pas tout à fait ça juridiquement, mais pour simplifier les choses, je vous le dis, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes corps électoraux, mais c'est également la même logique qui préside à la définition du corps électoral pour les référendums d'autodétermination. Je simplifie là.
Et puis la citoyenneté calédonienne, elle ouvre aussi à un droit social très important et dont on parle peu, c'est que l'accord de Nouméa dit qu'il va y avoir un projet de loi de protection de l'emploi local, pour dire qu'à compétences et qualifications égales, il y aura un privilège à l'embauche des citoyens calédoniens contre les non-citoyens calédoniens. Pourquoi? Pour stopper un mouvement qui a marqué l'histoire du pays, qui est qu'il y a des métropolitains qui débarquent, qui sont toujours plus compétents, plus qualifiés, mieux diplômés, plus dociles, et qui donc ont été historiquement privilégiés, en particulier pour les postes de direction. Voilà, donc ça c'est les deux, et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette citoyenneté calédonienne et ces droits-là, c'était une façon de construire la communauté calédonienne et de construire finalement une espèce de réconciliation entre les anciens colons et les anciens colonisés, en disant désormais, nous que l'histoire a si longtemps opposés, nous faisons partie d'un même corps citoyen, et pour le faire exister, eh bien, il y a ces droits sociaux et politiques. En un sens, c'est une façon de stopper la colonisation de peuplement. Parce qu'en fait, ce que les Kanaks auraient voulu au moment de la négociation des accords de Nouméa, simplement, c'est de pouvoir mettre des visas pour empêcher que des hexagonaux ou n'importe quel citoyen français puisse s'installer comme bon lui semble dans le pays sans rendre de compte à personne, parce que précisément, c'est ce mouvement-là qui a constamment marqué l'histoire de la colonisation de peuplement du pays, puisqu'on s'installe et puis au bout de 5 ans, 10 ans, on dit ben, je suis ici chez moi et j'ai les mêmes droits que tout le monde. Et donc, comme il n'était pas possible de limiter la circulation des citoyens français en Calédonie, finalement, l'accord de Nouméa a dit ok, on ne peut pas empêcher les gens de venir comme bon leur semble, par contre, on peut réduire leur droit de vote et leur place dans le monde du travail, qui sont quand même 2 points essentiels. C'était ça la logique de l'accord de Nouméa, qui a été signé par les indépendantistes, le RPCR et l'État français. Maintenant, sur la question clé de, du coup, qui sont les citoyens calédoniens, c'est la question qui a fait couler énormément d'encre. Je ne vais peut-être pas rentrer maintenant dans les détails, mais on pourra le faire dans la discussion si vous voulez. Mais de fait, au moment de la négociation de l'accord de Nouméa, ou plus exactement, il y a eu l'accord de Nouméa qui a été signé en 1998. Il y a eu en 1999 une loi organique qui en a découlé. Et dans cette loi organique, il y avait l'écriture spécifique que les citoyens calédoniens, c'était les gens qui votaient pour les provinciales, et que ces gens qui votaient pour les provinciales, c'était un corps électoral gelé. C'est-à-dire que ça s'arrêtait à 1998. Je vais y revenir. Il se trouve que le Conseil constitutionnel, en 1999, a censuré cette disposition, et que du coup, derrière, il a dit non, c'est un corps électoral glissant. Du coup, il y a eu un projet en 1999 pour regeler le corps électoral. Et puis finalement, il n'a pas abouti pour des raisons indépendantes. Et finalement, ça n'a abouti qu'en 2007. Bon, vous connaissez peut-être toute cette histoire. Je pourrais y revenir plus précisément si vous le voulez, mais je ne vais pas le faire ici parce que c'est vraiment on se fait des nœuds dans la tête. Le point très important, c'est que finalement, ce qui a été validé dans les textes en 1999, puis surtout en 2007, c'est que tous les citoyens calédoniens sont les gens qui sont arrivés dans le pays jusqu'en novembre 1998 et qui justifient de 10 années de résidence. Donc vous êtes arrivé en 1995, vous êtes devenu citoyen calédonien en 2005, vous êtes arrivé en 1998, vous êtes devenu citoyen calédonien en 2008, mais si vous êtes arrivé en 1999, vous n'êtes pas devenu citoyen en 2009 et ainsi de suite. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est fondamentalement qu'il faut clairement établir quel est le périmètre de la citoyenneté calédonienne. Qui fait partie du pays? Ce qui a été décidé au moment de l'accord de Nouméa, c'est que ceux qui font partie du pays, c'est ceux qui sont arrivés avant l'accord de Nouméa. C'est-à-dire avant que la Calédonie rentre officiellement dans un processus de décolonisation. Une autre façon de le dire, c'est que si vous vous installez à Nouméa après 1998, à partir de 1999, vous n'êtes pas censé ignorer que vous vous installez dans un territoire qui est en voie de décolonisation et que cette décolonisation, elle passe par la construction d'une citoyenneté calédonienne pour les gens du pays qui sont là depuis longtemps et que vous ne faites pas partie de cette histoire. D'un point de vue individuel, ça peut être très difficile à vivre et à comprendre
quand on s'installe dans le pays, qu'on s'enracine, et puis au bout de 5, 10, 15 ans, on dit on ne peut toujours pas voter. Ça se comprend d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, ce réflexe-là, qui est de dire je m'installe et puis après, au bout d'un moment, je rentre dans le corps électoral local, finalement, c'est la définition même de la colonisation de peuplement qui a mis le pays sans dessus-dessous. Et donc, pour essayer de trouver une issue à ça, ils ont décidé pendant la durée de l'accord de Nouméa que la réconciliation du pays concernait les Kanaks et les gens arrivés dans le pays jusqu'en 98. Voilà ce qui s'est noué. Et c'est pour cette raison que lorsque, à l'issue de la séquence référendaire, et je pourrais y revenir, mais sauf que je vois que j'ai complètement explosé le temps, donc je vais m'arrêter. Miro me dit vas-y. Bon, vous me dites, hein. Mais en gros, c'est pour ça que la question du corps électoral, quand l'État a voulu y toucher de façon unilatérale en 2024, ça a remis le feu aux poutres. Fondamentalement, c'est que ce n'est pas uniquement une question d'élection là tout de suite, c'est que le corps électoral, c'est l'outil qui définit le périmètre de la citoyenneté calédonienne pendant la durée de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que l'accord de Nouméa s'étant achevé, il faut rediscuter des limites de la citoyenneté calédonienne. Mais à deux conditions. D'abord, et c'est ce qu'on dit en 2023, 2024, et depuis les indépendantistes en disant on ne peut pas toucher à ce point crucial de qui fait partie du pays en dehors d'un accord global sur comment on poursuit le processus de décolonisation, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette discussion doit être fixée à Nouméa et pas à Paris. Ce ne sont pas les parlementaires français qui doivent décider de cette question-là. En l'occurrence, en 2024, l'État et les parlementaires français se sont comportés comme un éléphant dans un magasin de porcelaine sur cette question qui est ultra sensible, ultra compliquée, de savoir à partir de quels critères et sur quelle base on peut dire qu'on fait partie de ce pays et qu'on ne fait pas partie et qu'on n'est pas d'ailleurs. Voilà. Et cette question reste toujours ouverte aujourd'hui. Alors, je vous ai raconté tout ça, excusez-moi, j'ai pris plus de temps que ce que je pensais, pour simplement réexpliquer la profondeur historique de cette question du gel du corps électoral, qui est la question qui a mis le feu aux poudres au pays. Après, il y a un autre point à mettre, mais là je serai beaucoup plus court, il y a un autre point à mettre en lumière, c'est que quand il y a eu cette insurrection à partir du 13 mai 2024, en fait, beaucoup de personnes ont été, et moi aussi, énormément surpris de la vigueur et de la soudaineté et de l'ampleur de ces événements, et en même temps, pas tant surpris que ça, en ce sens que ça fait longtemps qu'on voyait venir une tension sociale croissante dans la région de Nouméa, qui ne demandait qu'une étincelle pour prendre feu. Et cette étincelle a été le corps électoral. Mais c'est en ce sens qu'il faut aussi percevoir ce qui s'est joué à Nouméa. Et là, il faut que je explique un point important, c'est qu'un des effets des accords de Matignon et Nouméa, ça a été de partager le pouvoir, je vous l'ai dit, en créant 3 provinces, dont 2 étaient dirigées par les indépendantistes. L'effet de ça, c'est que d'une part, il y a eu un investissement très fort des indépendantistes dans les 2 provinces, Nord et Île, et les loyalistes, eux, se sont, disons, repliés sur la province Sud. Donc la logique du partage du pouvoir qui a permis les accords de Nouméa, c'est cet équilibre-là. Il y a un angle mort dans ce compromis-là, c'est la question des Kanaks à Nouméa, en réalité. Puisque ce qui s'est passé depuis 30 ans, pour lui dire très schématiquement, et sans doute de façon pas suffisamment nuancée, mais c'est que globalement les indépendantistes se sont énormément investis dans les provinces Nord et Île, et beaucoup moins dans la province Sud, et que les loyalistes dans la province Sud ont mené globalement des politiques favorables au maintien du statu quo et de la situation existante. Il y a donc eu une tension de plus en plus forte, parce que parallèlement à ça, la population kanak de Nouméa n'a fait que croître. À tel point qu'aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de la population kanak qui vit dans le Grand Nouméa.
et qui n'est donc pas relayé d'un point de vue politique et social par le personnel politique. Donc ça, c'est un premier point qui explique que parce qu'il y a une chose essentielle qu'il faut prendre en compte pour saisir le 13 mai 2024, c'est que Nouméa a cramé, mais le reste du pays n'a pas brûlé. Et en particulier dans les zones rurales de la Grande Terre, où auparavant les gens s'étaient affrontés dans les années 80, ben là finalement, au contraire, ils ont renouvelé les liens qui les unissaient. C'est-à-dire concrètement, il y a à plusieurs reprises des gens des villages qui sont allés sur les barrages indépendantistes, qui ont fait la coutume en disant on est toujours ensemble ici, on voit nos familles qui sont en train de se battre et de s'entretuer à Nouméa, mais nous ici, on avance, on continue de croire au pari du destin commun. Donc finalement, ce qui a été révélé en 2024, c'est très fortement que c'est dans l'agglomération de Nouméa que les tensions sociales étaient très très vives entre Kanak et non-Kanak. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des inégalités sociales massives dans le Grand Nouméa. Alors pour mesurer ces inégalités sociales, on dispose en Calédonie d'un outil essentiel, et là encore c'est l'exception de la Calédonie dans l'ensemble français, c'est qu'on peut faire des statistiques ethniques au moment du recensement. Il y a une question sur la communauté d'appartenance, à quelle communauté vous sentez-vous appartenir, et quand on croise ça avec les données de niveau social, scolaire, socio-professionnel, etc., on a des statistiques qu'on n'a pas ailleurs. Or, quand on regarde ces statistiques, au terme de 30 ans d'accord, accord de Matignon puis accord de Nouméa, en fait, le constat est assez terrible. Pour le dire schématiquement, donc, selon le dernier recensement, enfin pas le recensement de 2019, on va avoir sous peu les résultats du recensement de 2025, mais en 2019, le revenu médian moyen d'un Kanak, il est 2 fois moins élevé que celui d'un non-Kanak. Il est d'un peu moins de 1 000 € pour un Kanak, un peu moins de 2 000 € pour un non-Kanak. Les Kanaks représentent 40% de la population du pays, mais ils représentent 70% des gens sous le seuil de pauvreté, et ils représentent de 90 à 95% des détenus de l'unique prison du pays. À niveau de diplôme égal, l'emploi des non-Kanaks est toujours supérieur à celui des Kanaks et le taux de chômage des Kanaks est toujours supérieur à celui des non-Kanaks. Quand on se penche sur les inégalités scolaires, le niveau scolaire global a monté depuis 30 ans, mais en revanche, les écarts ne se sont pas résorbés entre Kanaks et non-Kanaks. Quand on compare, on voit qu'un élève non-Kanak a quasiment 1, et des brouettes plus de chances d'obtenir un bac techno qu'un élève Kanak, c'est-à-dire que grosso modo, c'est le même résultat. Mais par contre, quand on passe à un bac général, il y a 5 fois plus de chances pour un étudiant non Kanak d'obtenir un bac général qu'un Kanak. Et si on passe un diplôme de l'enseignement supérieur, on est à 8% de chances en plus. Donc plus on monte finalement, et plus les écarts se maintiennent. Et le taux de diplômés Kanak actuellement au sein de la population Kanak, il est de 6%. C'était le pourcentage, je vous dis ça de mémoire, hein, mais vous vérifierez dans mon livre que vous allez pouvoir tous acheter. Il est le même, le pourcentage de diplômés Kanak au sein de la population Kanak aujourd'hui, il est le même que le pourcentage de diplômés non Kanak au sein de la population non Kanak il y a 30 ans. Voilà. Donc pour le dire schématiquement, c'était comme ça dans les années 80 et aujourd'hui, c'est comme ça. Mais l'écart n'a pas été résorbé. En termes, et donc ces inégalités-là, elles se répercutent de plein de façons. Ça se répercute notamment dans la région de Nouméa par une ségrégation spatiale très très forte, puisqu'en fait les quartiers sud sont à loyer exorbitant que seules les populations riches, c'est-à-dire massivement européennes en Calédonie, peuvent se payer. Tandis que, et donc on arrive dans pour ceux qui connaissent, Ouémo, Lansvata, Motorpool, il y a 2% des résidents qui sont Kanaks. Donc on est vraiment dans des quartiers, pour le dire schématiquement, blancs et riches. A l'inverse, dans les quartiers nord, c'est beaucoup moins élevé et donc les loyers sont moins élevés et donc les populations sont plus mélangées. Donc il y a une ségrégation spatiale très très forte qui fait que encore aujourd'hui, il y a des quartiers à Nouméa en fait où, pour le dire familièrement, les Kanaks rasent les murs et ne se sentent pas vraiment les bienvenus.
dans les quartiers sud. D'ailleurs, au moment des mobilisations contre le dégel du corps électoral, il y a eu une grande manifestation le 8 mai dans les quartiers sud, et ça a été un moment très frappant, puisqu'il y a eu une exposition publique sur la voie publique et dans les baies, des drapeaux kanaks, etc., d'une revendication dans des quartiers qui, normalement, sont considérés comme des zones d'un entre-soi blanc et riche, pour le dire clairement. Donc il y a ça. Alors ce qui est très important à saisir, c'est d'où viennent ces inégalités sociales. Et là, je ne vais pas me lancer maintenant dans un cours de sociologie, mais le b.a.-ba de la sociologie, c'est que les inégalités sociales se fondent sur des dynamiques de reproduction dans le temps. Et ça, c'est un point très important, tout ce qu'a montré Bourdieu, Passeron, Lahire et j'en passe, c'est que finalement, on sait que dans les classes supérieures, il y a beaucoup plus d'héritiers que de boursiers, pour le dire schématiquement. C'est-à-dire que selon le milieu social dans lequel vous naissez et vous grandissez, vous recevez ce qu'on appelle en sociologie des capitaux économiques, culturels, scolaires, un rapport à l'école, un rapport à la norme qui est différencié et qui favorise votre propre réussite sociale et votre propre trajectoire sociale. Et donc, c'est une façon de dire que notre héritage social en général, et vous le savez bien, pèse très fortement sur le champ des possibles de notre vie sociale. Maintenant, quand on transplante ce modèle-là de la reproduction des inégalités sociales dans le temps à une situation coloniale comme celle de la Calédonie, eh ben c'est facile, vous remontez un petit peu dans le temps et vous tombez directement à l'époque de l'indigénat où ces inégalités étaient juridiquement légales et légitimées. Et encore une fois, le repère essentiel, c'est de se dire premier bachelier kanak 1962. Quand on se dit ça, on comprend tout de suite l'immensité de l'écart et à quel point finalement ce passé-là se reproduit ou continue de peser et de restreindre les possibilités de rééquilibrage social. C'est la raison pour laquelle les accords sont passés par des politiques de rééquilibrage volontaristes, en se disant, si on laisse la situation naturellement, entre guillemets, sans politique de correction volontaire, eh bien, les inégalités vont se reproduire et on n'en sortira pas. Donc c'est en cela, c'est un point important, que ces inégalités sociales contemporaines sont vécues et sont très largement des manifestations d'un héritage colonial qui se reproduit dans le rapport à l'école, dans la position, dans la structure sociale, etc. Il y a un autre aspect très fort et très important de l'héritage colonial qui pèse encore dans le présent à Nouméa, ce sont les discriminations. Et ça, il y a eu plusieurs travaux de nos collègues de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, les économistes, les démographes, etc., qui ont montré, enquête statistique à l'appui, donc notamment nos collègues ont fait une grande enquête sur, je crois, entre 2015 et 2017, 3000 annonces de logements privés locatifs. Ils ont fait une grande campagne à grande échelle de testing en envoyant des CV. Et il y avait 4 types de CV, européens fonctionnaires, ça veut dire avec des garanties financières, européens non fonctionnaires, kanak fonctionnaires, kanak non fonctionnaires. Et les résultats, c'est que le taux de réponse positive pour les Européens fonctionnaires était très élevé. Un peu en dessous, il y avait les Européens non fonctionnaires et encore en dessous, il y avait les Kanaks fonctionnaires. C'est-à-dire, pour le dire autrement et de façon un peu abrupte, il y avait les Européens sans garantie financière étaient privilégiés par rapport à des Kanaks avec garantie financière, ce qui est, du point de vue des modèles économétriques qui ont été mis en œuvre par nos collègues, une trace manifeste d'une forme de discrimination raciale. Et donc il y a eu si vous voulez regarder sur YouTube, il y a eu en 2020 sur la chaîne Calédonia un très long documentaire très bien fait qui s'appelle Discrimination à mal calédonien, qui revient notamment sur cette enquête qui a été faite par les collègues de l'UNC. Donc c'est tout ça qui fait qu'à bien des égards, les tensions sociales se sont accentuées, en particulier dans la région de Nouméa, et que depuis longtemps, on se disait qu'il y avait des risques que ça pète. Et donc c'est en ce sens que la mobilisation sur le dégel ou le gel du corps électoral a été cette étincelle. Elle a aussi été, ce qu'il faut dire, c'est que quand l'idée du corps électoral, du dégel du corps électoral a été poussée par les loyalistes et par l'État macroniste,
une partie du mouvement indépendantiste s'est vigoureusement opposée à ça. Ils ont créé la fameuse CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, une émanation de l'UC, l'un des principaux partis indépendantistes, et que cette CCAT, dans les premiers mois de l'année 2024, elle a fait des grandes manifestations. Des manifestations de plus en plus importantes qui étaient extrêmement pacifiques, disciplinées, mais qui ont eu surtout un rôle politique majeur, à mon sens, mais qui méritera d'être enquêté dans le futur, c'est que ça a été une instance de repolitisation très très forte, en particulier pour la jeunesse kanak et océanienne pauvre de Nouméa. Et donc c'est en ce sens-là que finalement le malaise social qui était là, qui est en un sens une forme d'héritage colonial, a pu être dit dans des termes politiques parce que simultanément il y avait cette mobilisation sur la question du corps électoral. Et puis c'est un petit peu tout ça qui a mis le feu aux poudres à partir du 13 mai. Alors, 7 heures, excusez-moi, je vais m'arrêter là. On pourra en discuter encore, il y a plein d'autres aspects dont je n'ai pas parlé, ni Bougival, ni les référendums. Je suis désolé, le temps passe, mais le point essentiel peut-être, et je m'arrêterai là, c'est que le processus est toujours en cours et qu'on ne sait pas du tout où ça va, mais qu'il me semble que le dossier reste ambivalent, reste ouvert, en ce sens que le pari de la décolonisation qui a été dessiné dans l'accord de Nouméa, ça reste un pari très audacieux, que la mise en œuvre n'a pas été à la hauteur du souffle de 98, mais qui dépend aujourd'hui que de la volonté des gens du pays là-bas, de retrouver un nouveau souffle pour réinventer et achever un processus de décolonisation qui ne pourra être qu'une décolonisation d'un genre nouveau, à la fois parce que la Calédonie est très singulière, et aussi parce qu'on est au XXIe siècle et que les schémas anciens de la décolonisation ne répondent pas aux défis du présent. Je m'arrête là avec cette conclusion en eau de boudin, et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Benoît pour cette intervention. Et je n'étais pas fiou, mais c'est vrai que l'heure tourne. Désolé pour cette, on va dire, ce prolongement en fait de cette heure. Mais justement, donc c'est le moment effectivement pour vous de poser des questions sur effectivement ce qu'il n'a pas dit encore. Et donc, il pourra effectivement développer des sujets, effectivement, d'autres informations qui pourraient vous être utiles. Merci beaucoup, Benoît. Des questions ? Oui, les Kanaks sont-ils le peuple premier de Calédonie ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que les Austronésiens sont arrivés il y a 3000 ans en Calédonie et ce sont les ancêtres des Kanaks, pour les dire schématiquement. Il y a eu sur ces 3000 ans, donc en gros c'est une façon de dire aussi que l'histoire humaine du pays avant les Européens, c'est 90% de l'histoire humaine du pays, c'est-à-dire que c'est vraiment le tout dernier point. Il y a eu un certain nombre de transformations. Donc je ne vais pas refaire tout, mais ça c'est ce que nous disent schématiquement et les archéologues et la linguistique sur le peuplement du Pacifique. Donc les Austronésiens, c'est cette vague, vous savez sans doute, qui est partie au départ de l'île de Formose, qui a une branche qui allait jusqu'à Madagascar, l'autre qui a peuplé l'Océanie dans la séquence des Lapita. Donc en quelques siècles, ils sont allés des îles vers la Nouvelle-Guinée jusqu'à Samoa, y compris en Calédonie. Donc les traces qu'on a, c'est entre moins 1050 et moins 1100 qu'on a les premières traces humaines. Et sur ces 3000 ans d'histoire, ensuite, il y a eu des transformations, différents cycles. Donc là, je vous renvoie à tous les travaux de Christophe Sand, etc., qui a amplement montré ça et qui a montré que la civilisation kanak est née de ce processus-là. Voilà. Je résume. Bonsoir, merci pour cet exposé long mais riche, très riche. Il y a un point qui a attiré mon attention. Vous avez dit que les provinces
Nord et les provinces des îles ont beaucoup investi depuis l'accord de Nouméa. Mais en parallèle, elles ont perdu une grande partie de leur population. Et c'est cette population qu'ils ont perdue qui a fabriqué le sous-prolétariat, notamment le sous-prolétariat à Nouméa. J'étais à Nouméa il y a 1 an et demi et j'ai discuté avec des gens que je connais depuis très longtemps. Leur analyse de cette migration, des jeunes notamment, c'est qu'ils ne sont plus à l'aise dans les tribus et ils ne sont pas à l'aise à Nouméa. Est-ce que ça n'est pas un des éléments extrêmement importants aujourd'hui dans la discussion entre une tradition tribale et une tradition démocratique? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un élément clé au-delà des nombreux éléments clés que vous avez exposés? Ouais. Alors, deux éléments. D'abord, sur les migrations internes au pays, ce que vous dites est surtout vrai de la province des îles Loyauté et de la côte est de la province Nord. Mais à l'échelle des flux, là, sur les 10 dernières années, et avec le développement du projet de l'usine du Nord à Koné, etc., au contraire, il y a eu de nouvelles migrations du sud vers le nord. Donc le schéma est beaucoup plus nuancé que ce qui paraît de loin. En revanche, c'est très clair qu'il y a eu une dépopulation de la province des îles Loyauté et des communes de la côte est. Mais le mouvement a beaucoup été... C'est pas seulement vers Nouméa, c'est aussi beaucoup sur Koné que ça s'est développé. Maintenant, l'usine du Nord ayant fermé depuis 1 an, c'est encore c'est l'autre cataclysme de l'année 2024 qui a été masqué par le 13 mai. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est aussi d'une façon ou d'une autre, le surgissement politique, mais au sens très large, insurrectionnel, de la jeunesse kanak urbaine. Et plus globalement, ce qui a sauté à la figure de tout le monde, c'est la présence kanak, le fait kanak urbain, voilà, qui pendant très longtemps a été invisibilisé, minorisé, non seulement pour les raisons politiques dont j'ai parlé, sur le fait que les indépendantistes étaient investis dans le nord et les îles et les loyalistes au sud, mais aussi par disons qu'il y avait des discours généraux de toutes parts pour dire que les jeunes Kanaks de la ville, ils sont pas assez ceci, ils sont trop cela, c'est des délinquants, ils connaissent plus la culture, ils connaissent plus la coutume, il faut qu'ils rentrent dans les tribus, il faut qu'ils... Voilà. Donc il y a tout un discours, y compris porté par un certain nombre de porte-parole Kanaks, qui est un discours à certains égards ruraliste, conservateur, qui consiste à dire hors de la tribu, point de salut. Hors de la réserve, point de salut. Les réserves et les tribus, c'est comme n'importe où, c'est pas des endroits paradisiaques. Le paradis n'existe pas sur Terre. Je sais que demain, après-demain, c'est l'arrivée de l'évangile ici, donc on n'en parle pas. Mais ce que je veux dire, sur Terre, en tout cas, ni les tribus ni la ville sont des endroits. Donc il y a beaucoup de raisons qui expliquent que des gens aient pu quitter les tribus, les réserves, etc. Mais la vraie difficulté, c'est de pouvoir faire exister une identité kanak, et notamment de jeunes kanaks et de jeunes océaniens en ville, à condition aussi que la ville soit modelée à leur image ou qu'ils la modèlent. Et donc, d'ailleurs, il y a dans la sphère culturelle, artistique, etc., il y a beaucoup de choses qui se sont créées autour de ça pour essayer de faire exister cette présence kanak en ville. Ça reste un point clé qui continue d'être débattu. Mais le fait que, après, la Calédonie est souvent moins figée que ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fluidité aussi et de mouvement. Les gens vont aussi de la ville à la tribu, aller-retour, dans des circulations, etc. Mais la question urbaine kanak a pendant longtemps été un impensé de la réflexion politique, sociale et culturelle, sauf en termes de déperdition. Les Kanaks de la ville ils ne parlent plus la langue, ils ne font plus le chandinien, etc., etc. Alors que même Tibaou, dans les années 80, disait que, vous savez, cette fameuse phrase, l'identité kanak, elle est devant nous, et donc ce que les gens, ils peuvent aujourd'hui inventer de nouvelles façons d'être un kanak en ville, etc., etc. C'est pas vraiment une réponse là encore, mais bon, c'est...
ce que ça m'évoque. On attend encore les données stats, puisqu'il y a eu le recensement qui a été fait, je crois, dans les premiers mois de l'année 2025, ou courant 2025, et donc on saura précisément dans quelques semaines ou quelques mois, là, puisqu'ils sont en train d'exploiter les résultats, la réalité des flux migratoires depuis le précédent recensement. Il y a eu, après le 13 mai, plein de chiffres qui ont circulé, mais l'ISEE local, l'Institut statistique local, a dit attention, ces chiffres ne sont pas fiables. Donc on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, les flux migratoires en Calédonie, donc j'ai parlé du boom du nickel, mais au lendemain de l'accord de Nouméa, quand il y a eu énormément d'argent qui est arrivé en Calédonie dans le cadre du rééquilibrage, etc., il y a eu un grand afflux de population hexagonale en Calédonie. Mais depuis la crise du nickel au milieu des années 2000, il y a un renversement. C'est-à-dire que entre le recensement de 2014 et de 2019, on a vu qu'il y avait 2000 départs nets par an. Donc autant au début du XXIe siècle, donc dans les années 2000, il y a beaucoup de gens qui se sont installés en Calédonie. On était, de mémoire, mais j'ai ça dans mon livre, on était à 1600 entrées nettes par an, en plus. Mais depuis le milieu des années 2010, c'est 2000 personnes nettes qui partent. Et il ne fait aucun doute que le mouvement s'est accéléré après le 13 mai. Mais on ne sait pas à quelle hauteur pour le moment. Hein, on ne le sait pas. Cela dit, ça me permet d'évoquer un autre point qui est très important. C'est que toute la question du dégel du corps électoral a été mesurée à l'aune donc des listes électorales. Donc, pour bien comprendre, il y a en Calédonie des listes électorales générales pour tous les citoyens français qui votent aux municipales, aux présidentielles, aux législatives, aux européennes. Et puis à côté de ça, on a des listes réservées pour les provinciales aux citoyens calédoniens. Quand on compare ces deux listes, on voit qu'il y a 42 000 inscrits aux listes électorales générales qui ne sont pas inscrits aux listes provinciales. Cet argument, c'est à partir de la comparaison de ces deux listes qu'on dit l'effet du gel du corps électoral exclut 42 000 citoyens français du droit de vote pour les provinciales. Le problème, qui n'est pas un petit problème et qui a été complètement passé sous les radars au moment de la crise de 2024, c'est que ces listes électorales générales ne sont pas à jour. Parce que les listes électorales générales de Calédonie ne sont pas reliées au fichier central des listes électorales de l'Hexagone. Donc si vous avez déménagé et que vous avez quitté le pays, et c'est là où je reviens sur le fait que depuis 10 ans, il y a 2000 personnes qui partent en plus, vous n'avez pas forcément été radié sur les listes électorales. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs, c'est Sylvain Brouard de Sciences Po qui a fait un travail très méticuleux sur ces questions-là. Et qui dit, finalement, tout le débat sur le gel du corps électoral se fonde sur l'idée qu'il y a 42 000 personnes qui ont été exclues. Donc les loyalistes disent c'est quand même horrible que tous ces gens-là soient exclus, en sachant que, évidemment, comme c'est des métropolitains arrivés de fraîche date, ils votent massivement pour le maintien dans la France. Et de l'autre côté, les indépendantistes disent si ces 42 000 personnes rentrent dans le corps électoral, ça va tout chambouler. Mais il est très très probable que ce chiffre soit surévalué. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de gens qui sont encore sur les listes électorales alors qu'ils ne vivent plus dans le pays depuis longtemps. Et j'en veux j'en veux pour preuve, on n'a pas encore la preuve, mais il y a un indice très fort, c'est qu'au moment des législatives de juillet 2024, au moment donc où Nicolas Metzdorf a été élu dans la première circonscription et Emmanuel Tjibaou dans la deuxième circonscription, qui entre parenthèses était normalement une circonscription imprenable pour les indépendantistes, on a observé à ce moment-là qu'il y a eu 30 000 abstentions dans la commune de Nouméa.
C'est-à-dire 30 000 personnes inscrites sur les listes électorales de la ville de Nouméa qui n'ont pas voté aux législatives. Et là, on s'est tous dit, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces 30 000 abstentions? Est-ce que c'est des gens qui refusent de voter pour Nicolas Mesdorf? C'est des gens qui ne savent pas où ils sont? Bon, là, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui n'habitent plus à Nouméa. Voilà. Et forcément, si on a 2000 personnes par an qui partent, ça doit avoir un impact sur les listes électorales. Donc c'est quand même un point décisif, quoi, ça. Voilà. J'ai une question, Benoît. Tu en as parlé, mais est-ce que le processus de décolonisation en est-il vraiment à ses limites depuis 2024? Est-ce que En est-il vraiment à ses limites, étant dans une impasse depuis 2024? Je ne sais pas. Ce qui s'est passé depuis 2024, c'est qu'après des négociations se sont réouvertes. Donc, si vous voulez, pour le dire très schématiquement, il y a eu les 3 référendums. J'en ai pas parlé, je suis désolé, on pourrait y passer 2 heures sur les référendums. En gros, il y a eu un premier référendum, il y avait 18 000 voix d'écart pour les loyalistes. 2 ans plus tard, un deuxième référendum, 9 000 voix d'écart pour les loyalistes. Et le 3e référendum qui a eu lieu au moment de la crise du Covid, les Kanaks avaient demandé un report, ça a été refusé, donc ils se sont abstenus. Donc ce référendum a donné 97% pour le non à l'indépendance, mais 56% d'abstention. C'est à partir de ce moment-là, qui était l'instant fatidique, que le dossier a dérapé. Puisque d'un côté, l'État et les loyalistes ont dit ce référendum s'est tenu sous des formes légales, donc il est légal, donc la décolonisation du pays est achevée. Et elle est achevée par une intégration dans la République. Alors que les indépendantistes ont dit on ne peut pas faire un référendum sur la décolonisation sans le peuple colonisé. Donc il n'a aucune légitimité. C'est à partir de là que le processus a complètement déraillé. Et que donc la confiance a été rompue, que tout de suite au lendemain du référendum, Sonia Backès est rentrée au gouvernement d'Elisabeth Borne, ce qui a été la manifestation de la nouvelle alliance entre le pouvoir macroniste à Paris et les loyalistes à Nouméa, etc. etc., etc. Bon. Ce que disent les Nations Unies du point de vue de la décolonisation, ils disent que la décolonisation, elle peut aboutir à une intégration dans un État existant, elle peut aboutir à une indépendance sèche, elle peut aboutir à une indépendance association ou à toute autre forme librement décidée. Le débat continue, encore aujourd'hui. Donc la question n'est pas réglée, mais jusqu'à présent, les formes de décolonisation qui ont été inventées avec les accords de Matignon puis de Nouméa, ça s'est fondé sur un consensus politique des principales forces politiques du pays. À l'heure actuelle, ils sont tellement éloignés que je me demande comment ils pourraient encore trouver un accord consensuel. Et donc, il y a eu ces 2 tentatives successives de valse, d'EVA, qui étaient globalement les bases d'une indépendance association qui avait l'appui de tous les indépendantistes, l'éveil océanien, Calédonie ensemble, mais les loyalistes ont refusé. Ils s'en sont plaints à Macron. Macron a dit à Valls, ça ne va pas. Puis après, il y a eu Bougival, accord ou projet d'accord. Il y a eu la signature de tout le monde. Un mois après, le FNKS a désavoué sa délégation. Donc de nouveau, il n'y a pas de consensus. Maintenant, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que depuis, l'État essaye de faire quand même passer ça. Mais on a bien vu, si vous avez suivi les derniers événements, que plus ça va, moins ça va. Hein, et que plus l'État dit si, on va passer parce qu'il y a 5 forces suicides, ça passe, les gens ne cessent de leur dire, écoutez, si vous n'avez pas l'appui du FNKS, ce n'est pas un accord consensuel, il n'y a pas d'accord au sens propre. Et donc, plus vous poussez et plus ça tendra. Mais après, ils disent, oui, mais il y a une partie des indépendantistes qui soutiennent le processus, c'est l'UNI, le PALICA. Sauf qu'au sein du PALICA, il y a 2 semaines, Paul Néaoutyine a fait une déclaration fracassante en disant « moi, je ne suis pas du tout Bougival ». Et qu'il y a eu une scission des gens de l'UNI opposés à Bougival qui ont créé encore une autre association, etc. Donc le processus est ultra englué. C'est passé au Sénat, donc le projet de réforme constitutionnelle qui doit constitutionnaliser Bougival, Élisée Oudinot et remplacer l'accord de Nouméa. Ce sera discuté à la fin du mois de mars à l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, il est très probable que ça ne passe pas à l'Assemblée nationale. Et donc derrière, il y a la question des élections provinciales qui ont été reportées déjà 3 fois, etc. C'est quand même globalement très mal barré.
Et je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça va tourner à terme. Voilà. Une réponse de Sioux, de Normand. Et devant cette impasse, est-ce qu'il est imaginable, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce que la province sud reste française et les deux autres provinces aient l'indépendance? Ah oui, il y a des gens qui le pensent très fortement. C'est le projet des loyalistes, c'est le projet dit d'hyper-provincialisation, mais dans l'accord de Nouméa, dans le point 5 du document d'orientation, il était clairement dit que le processus politique ne pourra pas aboutir à la partition du pays. Donc c'est refusé et par l'État et par tous ceux qui ne sont pas les loyalistes, en gros. Voilà. En disant qu'une solution avec la scission d'une partie du pays, c'est exactement le schéma de Mayotte avec les Comores, sur lequel la France ne cesse d'être condamnée par les Nations Unies. Donc en fait, ce n'est pas une option, pour le dire simplement. C'est une option qui a été pensée, mais c'est ce qu'a théorisé Sonia Backès en disant de même que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate qu'il y a trop d'écart entre nous et le peuple kanak et que du coup, on va faire une province sud pour nous et la province nord et île pour eux. Mais ça ne correspond pas à la réalité du pays parce que les gens circulent et qu'il y a le sentiment de l'unicité d'un pays. Voilà. Pour le dire vite. Okay, juste par rapport au troisième référendum, est-ce que c'est vraiment légal? Parce qu'il y a quand même 56% des gens qui pouvaient voter qui ont décidé de ne pas le faire. Et surtout qu'on avait demandé à l'époque au ministre, je ne sais plus c'était quel ministre. Le Cornu. Ouais, voilà, il vit même pas en Nouvelle-Calédonie, il vient pas de là-bas. C'est encore une fois, c'est pas quelqu'un de concerné. Et c'était quelque chose de simple qu'on demandait. Décale juste de, je sais pas moi, 1 an, le temps qu'on fasse notre deuil. Il a refusé. Il a refusé de base. Il vient en France, là, il est tranquille chez lui, pendant que nous, on galère encore. Donc, il est en part responsable de ça. Et puis... Non, vraiment, il y a trop de choses à dire. Ça m'énerve trop. Mais du coup, est-ce que vraiment, d'un point de vue, je sais pas, international, même français, c'est légal? Parce que c'est comme... Non, c'est une blague. Oui, bah... Mais c'est la majorité qui s'est abstenue. Enfin, je sais pas, on n'est pas dans une démocratie, c'est pas la majorité qui décide, en mode... Enfin... Alors d'un point de vue, non mais je comprends la colère parce que cette colère on l'a, voilà, il y a beaucoup de gens du pays qui l'ont ressenti et pas que des Kanaks d'ailleurs. Hein. C'est quand même tous les gens du pays qui comprennent qu'on peut pas envisager l'avenir du pays sans les Kanaks se disent, voilà, moi je connais 56%, ça veut dire qu'il y a pas seulement les Kanaks qui n'ont pas voté, il y a plein de non-Kanaks qui n'ont pas voté, plein de gens qui savent qu'un référendum sans les Kanaks n'a aucun sens politique sur l'indépendance. Mais d'un point de vue strictement juridique et légal, c'est légal, puisque l'abstention est légale, et que voilà, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Mais c'est la différence entre la légalité et la légitimité. Le référendum de 87 qu'avait fait Bernard Ponce, il était légal aussi. Et donc normalement, si on s'en tient à la légalité, la question était réglée en 87, sauf que ça n'a pas été le cas, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de légitimité politique qui arme les outils démocratiques, eh ben, ils perdent leur sens. Voilà. Donc schématiquement, le référendum il est légal, mais il n'est pas légitime. Et il faut insister sur ce point, parce que c'est ce troisième référendum qui a été le début, j'allais dire le début des emmerdes. Ça fait longtemps que la Calédonie est compliquée, mais ça a été le moment où le processus a déraillé. Pour de nombreuses raisons, voilà. Et le ministre, en l'occurrence, maintenant, c'est le Premier ministre. Hein, donc, et il a défendu la semaine dernière son bilan lorsqu'il était au ministère de l'Outre-mer en 2021. Est-ce qu'ils avaient moi, j'ai pas de... Comment dire ? Bah, moi, ça, c'est un argument. Le fait de dire qu'ils ont refusé de voter au troisième référendum, ça, je n'y crois pas, parce qu'au contraire, la dynamique était dans leur sens. En 2018, il y avait 80% de participation, 18 000 voix d'écart. En 2020, 85% de participation, 9 000 voix d'écart. Et on savait
que les derniers bastions abstentionnistes, c'était les bastions kanak. Et chaque année qui passe, fait rentrer des nouveaux majeurs dans le corps électoral où les kanaks sont tendanciellement majoritaires et en plus il y a une poussée du oui dans la population non kanak. Donc pour le dire schématiquement, je ne crois pas du tout à l'argument de ils n'ont pas voulu... Ah non, moi je pense pas, mais de toute façon c'est de la politique fiction à ce stade, hein. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas à l'ordre du jour et c'est demandé par personne à ce stade. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, hein. Après, il y a un point important, je reviens sur il y avait cette déclaration justement au lendemain du référendum de 87, quand Tjibaou avait dit ce soir, au soir du référendum, certains vont sabrer le champagne, puisque le non va l'emporter. Mais le lendemain, disait-il, nous serons là pour dire merde, pour dire que nous sommes là, que nous serons toujours là, que les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance, et que chaque Kanak naissant naîtra encore avec ce droit à l'autodétermination. Et ce droit-là, aucun référendum de Ponce ou d'autres ministres ne pourra le remettre en cause. C'est ça qu'il avait dit. Une façon de dire qu'on peut mettre en œuvre des mécanismes comme celui du référendum, mais la revendication et le droit à l'indépendance dépasse la question des mécanismes formels, puisque en fait, selon le contexte dans lequel le mécanisme est mis en œuvre, il peut jouer dans un sens ou dans un autre. Voilà. Je dis ça schématiquement. Merci. Justement, si c'est un vote qui pèse en faveur des indépendantistes, on peut imaginer que ça pourrait mettre fin à ce droit. J'ai pas compris, pardon. Si le vote était favorable aux indépendantistes, on pourrait supposer que ça mettrait fin à ce droit à l'autodétermination, uniquement dans ce cas de figure. Ma question, ça serait quelle est la place des acteurs internationaux, régionaux et au niveau international dans la sortie de crise, et puis même plus largement dans l'accompagnement vers la décolonisation? Oui, la question des acteurs internationaux, en fait, depuis, suite au travail de mobilisation des indépendantistes en 86, la Calédonie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser. Donc tous les ans, il doit y avoir un rapport devant le C24, le comité spécial sur la décolonisation. Donc il y a toujours cet appui-là sur la scène internationale, mais schématiquement, vu à quel point le droit international a pris du plomb dans l'aile au cours des dernières années, et ce n'est pas les événements depuis 3 jours qui vont me faire changer d'avis sur ça, ça reste quand même un support pas très... Voilà. Donc en attendant, il y a des rapports de l'ONU qui restent très prudents sur l'évolution du dossier. Voilà, c'est... De toute façon, tout le problème, l'un des problèmes dans la décolonisation en général, c'est de sortir du face-à-face avec l'État colonisateur. Mais ce n'est pas évident, en fait, hein, c'est loin d'être évident. Voilà, donc je n'ai pas vraiment d'autres éléments à ce sujet. Il y a des solidarités régionales, il y a des mobilisations politiques, il y a des appuis diplomatiques plus ou moins recherchés. Mais la réalité, c'est que c'est quand même les choses qui se nouent dans le rapport à l'État français. Et puis qu'il y a constamment un double espace de réflexion dans le rapport à l'État et aux acteurs internationaux, mais aussi au sein de la société locale, en fait. Et au C24, il y a toujours et une délégation indépendantiste, donc devant l'ONU, et une délégation indépendantiste et une délégation loyaliste, où les uns disent A et les autres disent B. Donc, tant qu'il y avait l'accord de Nouméa et les accords, et qu'il y avait donc un consensus, ça a fonctionné. Maintenant qu'il n'y a plus de consensus, la situation devient très compliquée à gérer devant les instances internationales.
Voilà. Mais on voit bien que là, le débat se joue pas, continue, l'espace de décision, de discussion, ça continue d'être avec l'État colonisateur. À Paris, dans les Bougival, les ceci, les cela, et pas à l'ONU. Oui, merci pour votre intervention. J'ai une question simple, vous l'avez dit, vous parlez toujours de l'État colonisateur. Donc, d'après vous, les Kanaks sont toujours colonisés aujourd'hui? Alors, est-ce que les Kanaks sont toujours colonisés aujourd'hui? C'est une question dite clairement, mais qui est extrêmement difficile à répondre. D'un point de vue strictement juridique, non, puisqu'ils sont sortis de la situation de colonisés depuis 1946, qui sont citoyens français. Du point de vue des rapports sociaux, ça reste très problématique pour toutes les raisons dont j'ai parlé. À cause des inégalités sociales, des discriminations, du sentiment d'aliénation sociale et culturelle qui perdure. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites depuis les accords. On n'est pas du tout dans la situation des années 70 non plus. Les revendications foncières, elles ont amené à une réforme foncière massive. Les politiques en faveur de la culture et des langues kanak, elles ont amené en partie leurs fruits. Donc en réalité dans l'espace, disons, culturel, symbolique, identitaire, il y a eu un certain nombre de pas importants qui ont été faits, aussi également en matière donc, foncière, je l'ai dit, en matière de pouvoir politique, en matière de rééquilibrage économique avec les stratégies dans le secteur minier, mais du point de vue des inégalités sociales et du monde économique contemporain, ça reste extrêmement... ça reste des inégalités qui sont très marquées et qui sont très ethnicisées. Et elles sont constamment pensées à l'aune de l'héritage colonial. C'est ça la singularité. Par rapport à d'autres situations, si vous allez dans certaines zones en France, il y a également des inégalités sociales très marquées qui sont très racialisées. Et qui sont d'ailleurs aussi souvent pensées sous les formes d'héritage colonial, mais c'est un autre héritage colonial, dans d'autres logiques. Mais là-bas, cette prégnance du poids de la colonisation, elle s'est aussi transmise de génération en génération, et ça reste un phénomène social quand même massif, pour le répondre. Voilà. Eh bien, je pense qu'on en a fini pour ce soir. Donc, on va remercier notre Merci beaucoup. invité, Benoît Trépied.